Bonjour tout le monde, ici Francis Paquin et bienvenue au Balado Box Le Compte de 8. Cette semaine à l'émission, Jean-Pascal l'emporte à l'arraché, Steven Butler revient bredouille du Japon et de l'action chez les poids mi-lourds. Et pour cette première édition de 2020, je retrouve avec un immense bonheur Adrien Meur. Salut Francis. Adrien, un événement d'importance pour la boxe québécoise qui a été présenté le 28 décembre dernier. Jean-Pascal, qui affrontait Badou Jack, défendait son titre régulier des poids mi-lourds de la WBA, avait remporté le titre intérimaire contre Marcus Brown plus tôt cet été au mois d'août. Il avait été promu champion régulier parce qu'on sait que la WBA aime ça jouer au domino sans trop d'explications logiques, mais reste qu'il disputait un combat significatif contre Badou Jack. Et Jean-Pascal, on peut lui reprocher toutes sortes de choses pendant sa carrière, mais s'il y en a une qu'on peut vraiment, qui est indiscutable, c'est que ce boxeur-là, il a du cœur, croit en ses moyens. Et c'est ce qu'il a fait. Il a démontré beaucoup de cœur pendant son combat contre Badou Jack. Une victoire à l'arraché par décision partagée des juges de 114-112, deux cartes en sa faveur, et l'autre, celle de Julie Lederman, 114-112 en faveur de Jack. Oui. Mais reste que Jean-Pascal était en danger au 12e round. On se demandait comment il allait survivre à ce round-là. Il est parvenu à survivre et à l'emporter, un peu à la surprise, parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient Jack gagnant. Oui. Déjà, première chose, ça a été un excellent combat. Ça a été un combat de l'année, d'ailleurs, selon moi-même. Y a sur la scène québécoise, on s'entend. Il y a beaucoup de bons combats cette année, mais celui-là, il en fait partie. Ça a été un combat très excitant pour tout le monde, mais ça a été un combat qui a été difficile sur la fin pour Jean-Pascal. Mais tu parlais de ses qualités, de la confiance en soi, ça a été très important dans ce combat-là, du cœur aussi dans ce combat-là, mais aussi dans le revirement qui s'est passé dans sa carrière. Il faut lever notre chapeau à Jean-Pascal parce que il y a un an ou deux, on ne le voyait certainement pas là où il est aujourd'hui. Et lui, il n'a jamais cessé de croire en lui. Il faut vraiment une dose de confiance pour être capable, quand tu as été champion du monde et que tu as eu quelques défaites de suite, que tu as dégringolé un petit peu dans les classements et que les gens n'ont plus cette confiance en toi. Il faut avoir vraiment ce quelque chose de spécial en dedans, de cette confiance inébranlable en tes moyens pour pouvoir rebondir et revenir, redonner un second souffle à sa carrière comme il a fait. Ça, c'est vraiment quelque chose de remarquable. Et pour ce combat-là contre Badou Jack, ça a été, comme on l'a dit, un très bon combat, mais un combat en deux parties où il a dominé le début du combat. Je pense que tout le monde s'entend pour lui donner jusqu'au 5e round. Personnellement, moi, j'ai donné le premier round à Badou Jack, mais j'ai vu que beaucoup de gens étaient en désaccord avec moi, l'avaient donné à Jean-Pascal. Jean-Pascal avait été plus actif dans ce premier round, mais j'avais bien aimé le travail de Badou Jack parce que ses coups avaient été un peu plus percutants, notamment une droite directement sur la mâchoire, mais peu importe. Le début du combat a été clairement en faveur de Jean-Pascal, qui a démarré très fort, qui a lancé beaucoup de combinaisons, qui a été très actif, mais qui a eu beaucoup de mal à garder le rythme. Et au contraire, Badou Jack, lui, il a fait ce qu'on a l'habitude de voir avec Badou Jack. Il commence très lentement, très doucement, et il monte en régime et il termine très fort ses combats. Ça lui a encore une fois joué un tour parce que on vous l'avait dit dans le dernier balado de 2019 que ça allait être un combat serré. On ne vous avait pas menti, ça a été le cas. C'est toujours le cas avec Badou Jack. Dans ses 8 derniers combats, il y a 3 combats nuls, dont celui contre Boutet qui a été ensuite une disqualification. Et il y a 2 décisions partagées, une décision majoritaire. Ça fait beaucoup, beaucoup de combats très, très serrés où il y a très peu de choses qui départagent les deux boxeurs. Et ça, c'est dû en partie à la manière de Badou Jack d'aborder ses combats. Il commence très très lentement, il abandonne les premiers rounds et il domine la fin du combat. Contre Adonis Stevenson, ça avait été un petit peu la même chose. Stevenson était en grand danger dans le 12e et dernier round. Là, ça a été la même chose avec Jean-Pascal. Si c'était comme dans le temps des combats de 15 rounds, je pense que Badou Jack en aurait remporté beaucoup plus. Ouais. Beaucoup plus de combats dans sa carrière, mais bon, c'est de sa faute. C'est parce que lui commence pas assez rapidement, prend trop de temps à rentrer dans son combat. Mais j'ai bien aimé ce qu'a fait Jean-Pascal. Il en a parlé après le combat d'ailleurs avec Stéphane Larouche de ce jab qui n'était pas une de ses armes favorites dans le passé et qu'il a beaucoup mieux utilisé dans ce combat-là contre Badou Jack. Et on connaît tous les avantages du jab, de ce que ça apporte offensivement, défensivement, mais dans le cas de Jean-Pascal qui a peut-être un peu de mal à garder le rythme jusqu'au 12e round, jusqu'en fin de combat, qui a tendance à fatiguer, c'est une bonne chose d'avoir un jab un peu plus actif parce que ça garde l'adversaire occupé, il reste sur ses gardes plutôt que
Si tu as moins de cardio... Oui, parce que les coups échevelés, toutes choses étant égales par ailleurs, demeurent plus faciles à contrer. Alors que le jab, tu es obligé, tu ne peux pas avancer sans réfléchir à ta défense, tu es obligé de faire attention à ce qui va arriver. Ça te garde un petit peu plus, ça te force à rester sur tes gardes et à rester un peu plus concentré et à être moins agressif en tant qu'adversaire. Donc, c'est une bonne chose quand tu as du mal à tenir le rythme sur le long terme. Est-ce qu'au-delà tu parles des départs un peu lents de Badou Jack, il a fait aussi qu'on se donne absolument aucune marge d'erreur. Oui. Parce qu'au 4e round, les choses étaient bien parties pour Jack. C'était un round particulièrement facile à juger en sa faveur. Oui. Et oups, un petit peu un moment d'égarement, se fait surprendre. Pascal qui est ensuite en mesure de l'envoyer au plancher. C'est ce qui a fait la différence dans ce combat-là finalement. Oui, parce que ça aurait été un 19 en faveur de Badou Jack et ça a été un 18 en faveur de Jean-Pascal. Et quand on parle de différence dans le combat comme ça, si c'est un 19 en ta faveur et que tu envoies l'adversaire au tapis, bon, tu as gagné, c'est une différence d'1 point. Ce knockdown, c'est qu'au lieu de faire 19, ça a fait 18. Alors que là, si c'est l'adversaire qui domine ce round-là, qui est censé l'emporter 19 et que tu l'envoies au tapis, que c'est 18 pour toi, c'est une différence de 3 points. Ce qui est énorme sur une carte finale d'un combat. Et les 2 cartes qui l'ont donné en faveur de Jean-Pascal, c'était une différence de 2 points. Donc c'est vraiment ce 4e round qui a permis à Jean-Pascal de remporter ce combat-là. Et je pensais d'ailleurs que Badou Jack allait avoir du mal à récupérer parce qu'il avait les jambes très très molles. Il semblait vraiment affecté par ce coup qui était sur le dessus de la tête. On sait que ce genre de coup-là, à cet endroit-là du crâne, ça a un effet sur l'équilibre. Et on voit souvent des boxeurs se faire frapper sur le dessus de la tête et ne plus être capables de poser leurs appuis correctement. C'était un peu le cas pour Badou Jack. Mais il a fini par récupérer. Il est dans une condition physique impeccable. Ça aide pour récupérer de ce genre de coups. Mais il a quand même pris un petit peu plus de temps à reprendre le dessus. Le 5e round, c'était encore une fois Jean-Pascal qui l'a emporté. Mais par contre, à partir du 6e round, c'était Badou Jack all the way jusqu'au 12e où il a envoyé Pascal au tapis et où Pascal a puisé dans ses réserves pour se rendre jusqu'en décision. Dans l'ensemble, est-ce que tu as trouvé que l'association entre Stéphane Larouche et Jean-Pascal, au-delà du jab, commence à avoir des dividendes un peu? Est-ce que le style demeure globalement le même, mais on sent qu'il y a des ajustements très concrets qui ont été apportés? Oui, et c'est des petits ajustements, mais qui sont efficaces. Et on le dit souvent, quand on a un nouvel entraîneur, c'est pas tout de suite que les effets se voient. Il faut laisser le temps à l'entraîneur d'appliquer sa formule, de faire en sorte de faire ces petits changements qui se voient au fur et à mesure chez un boxeur. Donc c'est après, je pense qu'il faut minimum 2 camps d'entraînement pour pouvoir voir la patte d'un entraîneur sur un boxeur. Et là, on voit déjà des petits ajustements, ce qui est quand même assez rare pour un boxeur qui est en fin de carrière, qui est fin trentaine, de voir qu'il arrive peut-être pas à se réinventer, mais à s'ajuster et à ajouter des outils à son coffre qui sont peut-être pas les outils qu'il va le plus utiliser, mais qui sont quand même importants dans un combat. On ne voit pas tout à fait le même Jean-Pascal que celui qu'on voyait contre Dawson, etc. Il y a une dizaine d'années. C'est un Jean-Pascal qui est un petit peu plus cérébral, qui réfléchit un petit peu plus à la manière de lancer ses attaques, qui est un peu plus scientifique, on va dire, dans son approche du combat. Il n'a pas le choix, parce que même s'il est dans une condition physique impeccable, il y a juste à le regarder, à la peser, on voit qu'il est en très très grande forme et qu'il a fait une préparation impeccable. L'âge te rattrape quand même et tu peux pas continuer à te battre de la même manière toute ta carrière quand tu as un style comme le sien. Il faut que tu comprennes, c'est très important pour un boxeur de comprendre qui il est et d'être honnête avec lui-même. Il le sait qu'il n'a plus la même énergie que quand il avait 25 ans ou 28 ans. Et donc, il faut qu'il adapte sa boxe à cette nouvelle réalité. Et ce n'est pas tous les boxeurs qui sont capables de se l'avouer à eux-mêmes, qui ne sont plus les mêmes, qu'ils n'ont plus le même corps qu'il y a 10 ou 15 ans. Et ça, Jean-Pascal l'a très bien fait et c'est tout à son honneur. D'ailleurs, Jean-Pascal a rendu hommage à son entraîneur Stéphane Larouche en parlant du coup qui a permis d'ébranler Jack au 4e, ce qui a mené à la chute. A dit que c'était une trouvaille de Stéphane Larouche. À 2 ou 3 semaines du combat, avait étudié les vidéos. Ça me fait penser, bon, la comparaison va être boiteuse, mais un peu au coup que Eric Lucas avait réussi contre Glenn Catley pour le mettre knock-out en plein centre Molson, je pense à l'époque.
Donc, Larouche, encore une fois, on a toujours vanté son intelligence clairement au-dessus de la moyenne, remarque des détails qui échappent souvent aux autres entraîneurs et là, est en mesure de trouver une faille. Son boxeur l'a bien exploité. À l'inverse du combat contre Marcus Brown, on n'avait pas nécessairement, on n'était pas attentiste. On ne cherchait pas nécessairement la contre-attaque. On était en mesure d'emmagasiner des rounds tôt dans le combat, de savoir exactement qui on avait devant nous. Et on a profité encore une fois peut-être du laxisme de Badou Jack en début de combat, qui est peut-être un peu trop cérébral, cherche trop à comprendre ce qui se passe. Et ça a été une grande performance. Personnellement, je ne l'avais pas gagnant non plus, mais d'un autre côté, on ne peut pas arriver et remettre ça en question. C'était un combat serré. J'ai sondé quelques juges québécois qui ont regardé le combat comme partisans. Il y en a beaucoup qui avaient... les deux personnes à qui j'ai parlé avaient... la même carte exactement que Julie Lederman, qui est une des juges les plus respectées dans le monde de la boxe. Et si on s'en va, j'aime bien faire l'exercice des cartes majoritaires. On prend chacune des 3 cartes et on voit c'est qui a le plus de rounds. C'est un combat nul qui serait la vraie carte, entre guillemets, 113-113. Donc, ça donne une idée à quel point c'était très, très relevé et serré. Oui. Et moi aussi, j'ai eu les mêmes échos. Beaucoup de 114-112 en faveur de Badou Jack. Mais c'est pas un scandale que ça ait tourné en faveur de Jean-Pascal et on peut pas parler de décision locale parce que c'était un combat qui était présenté aux États-Unis. C'était pas des juges canadiens, donc c'est vraiment dans ce genre de combat-là, tu peux pas crier au vol parce que c'est tellement serré, ça se joue à tellement peu de choses que c'est vraiment une question souvent de préférence des juges parce que on dit très très souvent ça, mais c'est une question entre le volume et la précision. Et Jean-Pascal a fait ce qui a un peu marqué sa carrière, c'est qu'il a attaqué à de bons moments, notamment en fin de ronde. En fin de ronde, quand on se disait c'est serré, mais je donne légèrement peut-être l'avantage à Jack. Et boum, Pascal faisait quelques actions qui laissaient une bonne impression. Que là, ça ramenait un questionnement des fois. Est-ce que c'est Jack qui a mieux fait ou c'est Pascal? Donc, quand on a un juge, il faut décider immédiatement. Donc, t'as pas de reprise vidéo, etc. Il faut vraiment se rappeler de ce qui s'est passé en début de ronde. C'est ce qui est compliqué. Et Jean-Pascal est au courant de ça, bien sûr. Ça, c'est l'expérience de savoir qu'en fin de ronde, si tu en mets un petit peu plus, tu peux arracher, voler, entre guillemets, 1 ou 2 rondes de cette manière-là. Écoute, ça c'est l'intelligence d'un boxeur et je reviens un petit peu sur ce que tu avais dit avant sur Stéphane Larouche qui, on le sait, est capable de trouver des failles chez l'adversaire. Il faut aussi que ton boxeur soit capable d'appliquer les consignes que tu lui dis, soit capable de l'exploiter, cette faille que tu as trouvée et c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Jean-Pascal l'a très bien fait dans ce cas-là, donc encore une fois, on peut que admirer ce qu'il arrive à faire à son âge et surtout c'est qu'il y a des combats où il paraissait au bout du rouleau, qui paraissaient un peu finis, où on pensait qu'il ne retrouverait jamais ce niveau de compétition, et finalement, il y est. Ça, c'est ce qui m'impressionne le plus, en fait. C'est cette manière de rebondir qu'il a eu dans ces 2 derniers combats qui m'impressionne beaucoup. Clairement, Jean-Pascal est un boxeur en demande. De Marcus Brown, qui a assisté au combat à Atlanta, logiquement veut obtenir sa revanche, avait été battu au mois d'août, avait perdu son titre intérimaire à ce moment-là. On parle même aussi de Badou Jack, qui pourrait obtenir immédiatement une revanche. Je crois que son nom a été associé à celui de Dimitri Bivol, qui est super champion maintenant de la WBA. C'est le promoteur Eddie Hearn. Je ne connais pas les détails exacts de l'association entre Bivol et DAZN, mais bon, là, on aurait un peu une guerre de réseau. Mais reste que Pascal est en demande, mais son retour pas avant mai ou juin. Stéphane Larouche a dit que son boxeur avait besoin d'un repos. Il a quand même disputé 2 combats assez... Même si Brown, ça s'est arrêté par décision technique, c'était quoi, après le 8e? Oui, en fin de combat. Ça reste que ça a été des combats très intenses. Celui contre Badou Jack, 1188 coups de poing échangés. C'est beaucoup. Pour 2 boxeurs qui ont dépassé largement le cap de la mi-trentaine. Et qui ne sont pas forcément connus pour le volume. De coups, Et petite note, j'ai déjà... on a fait notre mea culpa après le combat contre Marcus Brown, mais je veux quand même souligner quelque chose qui portait à mon attention. CompuBox a décrété le plus grand nombre de jabs que Pascal avait reçu depuis son combat contre Carl Froch, un combat qui avait été très difficile, bon, mais ça remonte à plusieurs années. Déjà, c'est que Showtime, pour ceux qui ont eu l'occasion de regarder le combat sur les ondes de la chaîne américaine, présente toujours le fait pour le premier combat du Skategui, le fait aussi pour celui de Pascal. On montre les 2 boxeurs qui se
retournent à leur vestiaire respectif et on présente un montage des meilleurs moments dans le coin. Notamment, on a vu au 4e round l'entraîneur de Badou Jack, après le 4e, le sermonner un tantinet parce qu'il avait comme littéralement offert le round sur un plateau d'argent à Jean Pascal. Donc, on voit Badou Jack un peu repentant. On a l'impression de lire dans sa tête « Ah non, c'est pas vrai. Encore une fois, une défaite ou un verdict nul. Le combat m'appartenait. Comment j'ai pu l'échapper? » Et Jean Pascal, on voit la caméra de Showtime le suit et, avec son bras, bloque la lumière de la caméra. Est-ce qu'il a subi une commotion cérébrale? Je fais un diagnostic, mais reste qu'une caméra de télévision, là, c'est pas aveuglant. Là, présentement, on fait notre balado, on est éclairé par deux luminaires. C'est pas aveuglant du tout. Donc là, on voyait, et ça a été assez court, ce que je me suis fait dire, le point de presse après. Les journalistes sont allés au vestiaire de Jean Pascal, chose qui ne se fait jamais. En tout cas, au Québec, jamais on ne rencontre les boxeurs dans leur vestiaire. Il y a toujours un petit coin qui est aménagé avec généralement là, une petite tapisserie avec les logos aux couleurs du promoteur et tout. Là, dans le cas de Pascal, on est allé dans le vestiaire, peinait à se lever. Ce repos-là, qui est, disons, attendu d'à peu près 5 à 6 mois, là, sera pas de trop. Oui. Là, devient avec sa victoire aspirant obligatoire à Arthur Beterbiev. On sait Beterbiev va peut-être renoncer à sa ceinture de l'IBF étant donné qu'il refuse de se rendre en Chine pour affronter son aspirant obligatoire pour des raisons de conviction. On sait les musulmans de Chine. Si vous avez la chance de lire là-dessus, je n'ai jamais caché ma passion pour l'histoire. Adrien est une véritable encyclopédie. Là. Ça passe complètement sous le radar de la communauté internationale, mais on comprend. Beterbiev, c'est un pratiquant, un croyant, un très, très grand croyant. Ouais. Et c'est vraiment c'est tout à son honneur là, de renoncer à énormément d'argent pour des convictions. Là. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent sur la table et de pouvoir dire non à ça parce que tu restes fidèle à le promoteur de Fenlong Meng qui a remporté la mise à 1,9 million de dollars américains. Donc, comme un bon pourcentage, c'est quoi, 65% qui irait à Beterbiev? Oui. Ce n'est pas plus, là, mais reste qu'il renonce à des convictions. En même temps, il y a un levier avec la ceinture du WBC qui est la plus importante. C'est lui, champion linéaire. Top Rank ne le laissera pas nécessairement tomber là, parce qu'on va avoir d'autres occasions, que ce soit des combats d'unification. Là. Il y a une longue liste d'adversaires pour Beterbiev, mais reste qu'un combat Beterbiev contre Pascal. Je ne suis pas certain là, que pour la santé du boxeur il y aurait beaucoup d'engouement. Il y aurait beaucoup d'engouement, mais moi non plus, ça me ferait un peu mal au cœur de voir deux boxeurs d'ici s'affronter. Et Pascal a tellement de portes ouvertes avec ses 2 dernières victoires que je pense qu'il va plus se diriger soit vers Brown, soit vers une revanche contre Jack. Et les 2 combats avaient été bons. Donc je ne vois pas pourquoi une revanche ne serait pas un très bon combat aussi. Je pense qu'à mon avis, ça va être contre Badou Jack, à moins que Jack se dirige ailleurs. Mais je pense que ce que devrait viser Pascal, c'est ce combat contre Jack. Ça a été très bon, même si ça a été très dur physiquement. Je pense que Brown est peut-être une proie un peu plus facile. On connaît ses défauts à Brown, des coups très larges, pas forcément le plus intelligent dans un ring. Et je pense que Pascal a toutes les qualités pour exploiter ces défauts de Brown encore et encore. Même dans un deuxième combat, il serait capable d'exploiter ces failles-là. Ça serait plus dur contre Jack, mais à mon avis, ça serait un combat avec un peu plus de hype, si tu veux, où il sortirait encore plus grandi d'un deuxième combat contre Badou Jack. Adrien, l'idée avait été lancée après la victoire de Jean Pascal contre Marcus Brown. Ça a été ramené immédiatement après la victoire contre Badou Jack. Est-ce que Jean Pascal mérite d'être intronisé au temple de la renommée de la boxe professionnelle? Il y a des journalistes québécois qui militent énormément en faveur de cette idée. On en avait discuté il y a quelques mois, justement, après la victoire contre Brown. J'avais contacté le seul membre québécois, membre de l'Association des chroniqueurs de boxe d'Amérique, Richard Cloutier, qui travaille notamment pour les hebdos de Transcontinental, m'avait expliqué, comme il l'avait fait dans le passé pour Arturo Gatti, il va assurément faire du travail en coulisses, va militer, proposer le nom de Jean Pascal. Est-ce qu'il y a un engouement pour que Jean Pascal soit élu au temple de la renommée? C'est difficile à dire en ce moment, mais reste s'il n'y a personne qui porte le projet à l'interne, ça va être difficile que ça soit réalisable à l'international. Le Temple de la renommée a changé ses règles dernièrement. Ce qu'il faut savoir, c'est un peu un hybride entre certains procédés.
ça ressemble un peu à celui du baseball, en ce sens que les membres de l'Association des chroniqueurs de boxe et d'autres aussi des historiens votent pour un nombre, je pense, c'est 5 candidats d'une liste de 30 qui a été préétablie par un comité. Et les 3 premiers qui totalisent le plus de votes sont intronisés au Temple de la Renommée. Et si, par exemple, il y en avait 4 et que le 4e a plus de 80% des votes, ben on va faire une exception et on va y aller pour 4. Dans le passé, le processus avait été énormément critiqué parce qu'on dit où c'est situé à Canastota, dans l'État de New York. Un peu comme c'est le cas pour Cooperstown, au baseball, la ville vit un peu beaucoup de ce temple de la renommée. Et chaque année, on acceptait des membres, même si des fois, il y avait des candidatures un petit peu loufoques. Au baseball, ben, on respecte les règles et ça peut arriver, quoique là, ces dernières années, il y a tellement de grandes vedettes qui sont intronisées, il y a tellement de joueurs qui sont maintenant admissibles que je pense pas qu'on va voir de sitôt une année où il n'y aurait pas du tout de membres. Mais en boxe, bon, cette année, il y a notamment Bernard Hopkins, il y a Shane Mosley, notamment Juan Manuel Marquez, c'est les 3 qui ont été intronisés. Et c'est un peu, je te dirais, des critères très personnels. Donc, les membres votent selon leurs idées préconçues. Notamment, il y a un journaliste de Forbes qui est membre de l'Association des chroniqueurs qui lui disait, je regarde dans l'ensemble, est-ce que c'est un boxeur qui a été marquant pour son époque? Est-ce qu'il a fait partie des classements livre pour livre? Est-ce qu'il a été un incontournable pour l'industrie, notamment Arturo Gatti, qui avait les exploits purement sportifs pour y être? Peut-être pas, mais en même temps, ça a été la figure de proue de l'industrie Atlantic City pendant tellement d'années que c'était, difficile de ne pas l'admettre. Et là, la question qui tue, après cette victoire contre Badou Jack, est-ce que ton opinion a changé? Crois-tu que Jean-Pascal doit faire partie de ce temple de la renommée? Comme tu l'as dit en tout début, c'est une question très difficile. Il y a des arguments pour qu'il soit admissible, mais il y a aussi une longue liste de boxeurs qui pourraient y entrer avant que Jean-Pascal prenne sa retraite. Il y a 3 ans maintenant. 3 ans. Donc, c'est pour ça que cette année, admissible. qu'il y a eu une impressionnante cuvée de nouveaux membres, là, notamment Bernard Hopkins, qui a pris sa retraite il n'y a pas si longtemps quand on y pense. Là. Donc, il faudra penser à tous les boxeurs qui seront admissibles au moment où il sera... Notamment des André Ward, quoique lui, ça fait déjà un moment qu'il a pris sa retraite. Oui, il y aura Klitschko aussi qui sera, je ne sais pas s'il sera déjà entré, mais il va y avoir une file d'attente quand même assez impressionnante quand Jean-Pascal va être admissible. Donc, c'est pas seulement des qualités, c'est pas seulement est-ce que tu mérites d'y aller, mais c'est est-ce que tu mérites plus que ceux qui sont en compétition avec toi. Et là, c'est peut-être un peu plus compliqué. Il faudra voir qui va être admis dans les prochaines années, qui va rester sur le carreau et qui pourrait se faufiler en avant de Jean-Pascal. Donc, de le dire en avance comme ça, c'est très compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arguments en sa faveur. Le nombre de combats de championnat du monde, il les a pas tous gagnés, mais quand même, il a été sur le devant de la scène. Le nom des adversaires qui sont tous reconnaissables par tous les amateurs de boxe, la qualité de ses victoires, l'âge. Il y a aussi le fait d'avoir été 2 fois champion à des moments séparés. Oui, 8 ans d'intervalle, c'est quand même... C'est un fait d'armes assez exceptionnel. Généralement, tu as un boxeur qui va être champion, il va réussir à garder sa ceinture pendant 3, 4, 5 défenses, et après, on n'entend plus parler, ou il fait un autre combat de championnat qu'il va perdre. Mais d'avoir un boxeur qui est champion du monde pendant un certain temps, qui ensuite perd sa ceinture et la regagne plusieurs années plus tard, ça, c'est beaucoup plus rare. On peut penser, le cas le plus connu, c'est George Foreman qui, entre-temps, avait pris sa retraite. Était devenu pasteur, était devenu pas un prêtre, mais un prêcheur. Bref, il y a vraiment peu de boxeurs qui ont réussi ce fait d'armes-là. Et donc ça, c'est vraiment un argument en sa faveur. Le fait que ça soit un nom reconnaissable pour tous les amateurs de boxe, qu'il soit reconnu non seulement dans son pays au Canada, mais aussi aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Il y a quand même des arguments en sa faveur. Mais comme je le disais, ce n'est pas uniquement une question de mérite. C'est un petit peu comme quand tu vas à l'école, tu peux avoir... il ne faut pas penser à ça comme une note A, B, C, mais penser à ça comme un concours où c'est les 5 premiers qui sont choisis. Et même si tu as un A+, si tu es le 6e ou le 7e, ben, tu ne seras pas choisi. Donc ça ne dépend pas de tes qualités à toi uniquement, mais ça dépend aussi des qualités des autres qui sont en compétition avec toi.
C'est pour ça que on ne peut pas vraiment le dire aujourd'hui s'il va rentrer ou pas. Qu'il mérite, oui, mais ce n'est pas uniquement une question de mérite pour rentrer au Temple de la Renommée. Donc, on ne peut pas donner de réponse définitive aujourd'hui alors qu'il est encore actif. Une réflexion qui peut être intéressante a été faite par Martin Achard, que je salue, qui est un peu le gardien de la mémoire de l'histoire de la boxe au Québec. Si vous avez l'occasion de le lire sur les réseaux sociaux, notamment un site web qui s'appelle, je pense, le Mémorial de la boxe, où il raconte beaucoup ce qui s'est passé dans les dernières années. Il a dressé un parallèle fort intéressant avec un mi-moyen américain du nom de Marlon Starling, qui a été considéré comme l'un des meilleurs boxeurs chez les mi-moyens pendant les années 1980. Enregistré une victoire contre un boxeur qui était classé parmi les 10 meilleurs livre pour livre, a battu un médaillé d'or aux Jeux olympiques, a infligé sa première défaite alors que ce dernier était considéré comme une étoile montante en boxe professionnelle. Des victoires significatives, notamment contre Floyd Mayweather père, dont des noms connus à l'époque, et qui, lui, n'a jamais fait son entrée au Temple de la Renommée. Un profil qui est un peu beaucoup semblable à celui de Jean Pascal, mais comme tu le mentionnes si bien en conclusion, des fois des années un peu comme on le voit dans la Ligue nationale de hockey. Bon, là, c'est un comité, je pense, de 20 sages, entre guillemets, qui décide de l'entrée. Donc, il y a des années où c'est un peu plus faible, où on va peut-être se reprendre sur une candidature qui avait été ignorée. Donc, des fois, c'est un concours de circonstances. Mais si ça avait été cette année, on voit mal comment Jean Pascal aurait pu devancer les noms que j'ai mentionnés, dont Bernard Hopkins ou encore Juan Manuel Marquez ou Shane Mosley. Est-ce qu'il est plus méritant que ces trois boxeurs-là? La réponse est évidemment non, mais il y a plein d'incongruités dans ce Temple de la Renommée. Et tu peux regarder des boxeurs qui sont au Temple de la Renommée et dire « Oh, mais Jean-Pascal, il mérite plus que ce gars-là. Il a eu des meilleurs accomplissements dans sa carrière. » Et en même temps, voir des boxeurs qui ne sont pas au Temple de la Renommée et te dire « Oh là, si lui, il n'est pas au Temple de la Renommée, il va y entrer avant Pascal. » Donc c'est, comme tu dis, une question de timing beaucoup. Et il va y avoir du jeu de coulisses aussi, de convaincre les autres writers, les autres journalistes de boxe. Oui, parce qu'on l'avait vu notamment, ça a été le cas au baseball pour Tim Raines, là, qui est un cas éloquent où dans ses dernières années, ou avant-dernière ou dernière année d'admissibilité, il y a un journaliste qui avait vraiment pris le flambeau aux États-Unis qui avait dit... Si on regarde Tim Raines avec des yeux de notre époque actuelle, avec les statistiques avancées qui n'étaient pas disponibles à l'époque où l'ancien voltigeur des Expos a joué, c'est tout simplement phénoménal. Regardez, je le compare à des noms de l'époque aussi, qui eux sont des membres du Temple de la Renommée. Personne ne s'était posé de questions et Raines a des statistiques avancées meilleur ou semblable dans le pire des cas. Il faut absolument qu'il fasse son entrée et ce militantisme-là a rapporté. Raines a fait son entrée à Cooperstown. Donc, je ne sais pas à quel point il y a des gens qui vont porter le flambeau pour Jean Pascal. Il y a peu de membres de l'association qui sont au Québec. Que des journalistes décident de le porter, j'ai aucun problème avec ça, mais est-ce que ça va avoir une réelle résonance, vu que c'est surtout un conglomérat américain de journalistes qui reconnaissent Pascal parce qu'il a fait nombre de finales sur HBO. Il est prisé des réseaux américains parce qu'il offre généralement des combats extrêmement intéressants. Donc, ça reste à suivre. Lorsqu'on comprend, sa carrière est loin d'être terminée, donc le débat aura peut-être lieu dans plusieurs années seulement. On va le reprendre un peu plus tard, mais c'est pas uniquement une question sportive, c'est pas uniquement une question d'accomplissement, c'est aussi une question de... Il y a la personnalité du boxeur qui va compter, la place qu'il prend dans les médias, la place qu'il prend auprès des amateurs de boxe. Donc c'est vraiment un tout et c'est difficile de voir ce qui pèse plus qu'est-ce qui va peser plus. Est-ce que c'est le fait d'être une vedette ou est-ce que c'est le fait d'être un boxeur qui a accompli des exploits sportifs? Est-ce que c'est le fait d'avoir remporté des bourses importantes? Est-ce que c'est le fait d'avoir été en finale de gala? Il y a vraiment d'avoir été sous le feu des projecteurs sur les grands réseaux. Il y a vraiment beaucoup d'aspects et il n'y a pas comme par exemple un juge, on sait ce qui compte, c'est le nombre de coups lancés, que les coups soient efficaces. Il y a vraiment des critères qui sont précis, alors que là, pour l'entrée au Temple de la Renommée de la boxe, c'est beaucoup plus flou. Donc, on ne sait pas à quel point, quel aspect va peser plus que l'autre. Donc, c'est un petit peu compliqué de faire des prévisions dans ce cas-là. Adrien, un des autres combats sur la scène locale qu'on attendait énormément pendant les fêtes, c'est celui du 23 décembre entre Steven Butler et Ryota Murata, qui était présenté au Japon. Murata, champion régulier de la WBA, qui avait choisi
d'affronter Steven Butler. Dans la promotion, on disait l'adversaire ou l'aspirant le plus dangereux chez les poids moyens. On disait que c'était peut-être la meilleure chance de victoire pour Butler quand on regardait la liste des autres champions à 160 livres. Malheureusement, les choses ne se sont pas très, très bien déroulées pour Butler, qui a été arrêté au 5e round par le champion japonais. Est-ce qu'il y a du positif à retenir de cette victoire-là, au-delà de dire que c'est une bonne expérience dans un contexte où on était le côté B de l'équation? Il y a un petit peu de positif, mais il y a plus de négatif, à mon avis, à retenir. Ça a déjà été une dure défaite parce qu'il a encaissé beaucoup de coups. Ça a été un chaos assez violent quand même, ce crochet gauche qui est arrivé en pleine face. Mais l'histoire du combat, ça a été le direct du droit de Murata. Et on a vu d'ailleurs le Murata des beaux jours parce que des fois il sort un peu flat, Murata. Il n'a pas toujours des performances égales. Là, ça a été une bonne performance de sa part. Ce qu'il y a de positif à retenir pour Butler, à mon avis, c'est offensivement. Parce que en attaque, il n'a pas été mauvais. Au contraire, il a atteint la cible assez souvent, notamment au corps, où il a vraiment bien travaillé, ce qui était une bonne stratégie contre Murata. Contre n'importe quel boxeur de pression, tu veux travailler au corps pour le ralentir. Le ralentir, exactement. Et c'est ce que Butler a bien fait, ce travail au corps. Il a aussi remonté au visage de temps en temps. Offensivement, il a connu de bons moments. Même s'il n'a jamais fait mal à Murata, il a quand même atteint la cible souvent. Il a fait du bon travail offensivement. Ce qui est beaucoup plus négatif, c'est son travail défensif, où là, il a été, on ne va pas se le cacher, ça a été mauvais. Il a encaissé beaucoup trop de coups. Et dès le premier round, c'est ce direct du droit de Murata qui a atteint la cible régulièrement à chaque round depuis le début du combat. Et tu peux pas, c'est l'arme numéro 1 de Murata, ce direct du droit, et tu peux pas gagner un combat si ton adversaire te touche avec son meilleur coup dès le début du combat et te touche régulièrement tout au long du combat. C'est impossible que tu gagnes un combat en laissant ton adversaire t'atteindre avec son meilleur coup. Là où ça me dérange, c'est que c'est pas une surprise que Murata sorte avec cette main droite. On sait ce qu'il va faire, c'est ce qu'il veut, c'est placer ce direct du droit. C'est son pain et son beurre. Tout ce qu'il fait, ce jab qui était très bon d'ailleurs dans ce combat-là, ses déplacements, la manière de couper un peu le ring, tout ça, c'est vers un seul objectif, c'est d'atteindre la cible avec ce direct de la main droite. Et il n'y a pas eu de parade du côté de Butler. Il y avait la main gauche qui était très basse, qui n'est jamais remontée, très peu de mouvements de tête et aucun ajustement au fil du combat. C'est ça qui me dérange, c'est que c'est quelque chose qu'on savait que Murata allait faire ça et ça a marché dès le début. C'est pas Murata qui a fait un ajustement pour contourner la défense ou pour arrêter les mouvements de tête ou pour pouvoir atteindre avec cette main droite. Ça a été le cas dès le début. Il n'a pas eu à travailler trop fort pour toucher la cible avec son meilleur coup. Et il n'y a pas eu d'ajustement défensif du côté de Butler. C'est là que je trouve ça dommage parce que c'est déjà une des qualités des champions, c'est de pouvoir s'adapter au fil du combat. Là, bien évidemment, il y a aussi une question d'expérience dans ce cas-là. Mais tu ne peux pas arriver dans un combat de championnat du monde et avoir... Je trouve qu'il y a un problème dans la préparation parce que tu dois être conscient des avantages, des qualités de ton adversaire et de ce que tu dois faire pour les neutraliser. Et ça n'a pas été le cas. Son entraîneur, Rénal Boisvert, a émis un commentaire extrêmement intéressant. Je l'ai pris textuellement pour te le donner et on va en discuter après. Ça a été recueilli par notre collègue Andy Mailly-Pressoir qui a fait le voyage au Japon pour assister au combat. Et Rénal Boisvert a dit « Sincèrement, nous, on était loin d'être sûr qu'il pouvait gagner. Il aurait pu gagner. Steven a la force de frappe pour knocker Murata, mais des fois, ça prend plus que ça. On va se remettre à la tâche, on va étudier Steven, ce qu'il a fait de bon, et je pense que les fans sont à même de voir que Steven a fait de belles choses dans ce combat malgré les circonstances. On va partir de ça pour créer un nouveau Steven. Il faut se pencher sur les vraies choses. La défensive est améliorée, la contre-attaque est améliorée. Même si aujourd'hui il a monté une progression, ça reste à améliorer, on a confiance. D'ailleurs, il y a des changements qui ont été annoncés dans son équipe d'entraîneurs, Jean-François Bergeron, qui avait été intégré à l'équipe après la défaite contre Brendan Cook. Boisvert disait, on a peut-être besoin d'un nouvel interlocuteur pour amener un nouveau message. Jean-François Bergeron, qui a vraiment été, je pense, le chef de file de ce camp d'entraînement-là. C'est lui qui a été avec Steven Butler. On a convenu d'un commun accord de se laisser. Bergeron qui occupe un emploi à temps plein de pompier dans la municipalité de Laval.
Donc, on a peut-être senti là, qu'il est allé au bout de l'expérience, de bout de ce qui était arrivé, dans le fond, de tout le travail qui a été effectué. On sent que c'est le temps de tourner la page. On connaît, évidemment, là, il y a un bilan qui a été fait après ce combat-là. Reste à voir pourquoi cette décision-là a été prise. Peut-être qu'on va savoir avec le fil de temps, mais ça a quand même été annoncé assez rapidement. Et on sait, Rénal Boisvert, c'est un homme qui, je lisais des différents commentaires sur les réseaux sociaux, souvent est critiqué, on remet en doute la gestion de ses plans de match. Écoute, c'était les mêmes commentaires qu'on entendait au sujet de Marc Ramsey au début de la carrière de Jean Pascal. Boisvert, il faut savoir, c'est un des formateurs à Boxe Québec. C'est un enseignant qui est très, très cérébral. Et c'est lui là, qui est notamment Vincent Auclair, qui est un entraîneur de plusieurs jeunes boxeurs chez Eye of the Tiger. Le formé, c'est un mentor pour bon nombre de personnes. C'est un homme qui est très scientifique, qui a une approche un peu qui n'est pas, je dirais, old school, qui est la transmission du savoir de personne en personne. Il s'interroge, cherche toujours une nouvelle façon de s'améliorer. Donc, je trouve les critiques à son endroit peut-être un peu sévères, mais reste d'un autre côté, aujourd'hui, il n'est plus l'entraîneur d'Yves Ulysse, un autre boxeur qui, un peu plus tôt au mois de décembre, a subi une défaite dans un combat très important en Californie. On était extrêmement déçus parce qu'on disait, si Ulysse remportait ce combat-là, ben, s'en allait en championnat du monde, était détenteur du célèbre titre Gold de la WBA. Et là, maintenant entraîné par Mike Moffat, qui est un peu l'homme de boxe aux côtés de Camille et Stéphane, le cerveau là, qui détermine certaines décisions. Moffat, c'est surtout lui qui a formé Joachim Alcine, on l'oublie, c'est lui qui a permis de devenir champion du monde il y a déjà cela quelques années, en 2007, si je crois. Peut-être même avant, 2006 en tout cas, le combat qui avait été présenté au Connecticut au début des années, au milieu de la décennie 2000. Donc, c'est un changement important qui a été effectué. Est-ce que Steven Butler, on dit il y a place à amélioration, il y a toujours place à amélioration pour chaque athlète, mais en même temps, les points d'ordre qu'on a toujours soulevés après la défaite contre Brandon Cook, c'est un peu ce qui est revenu. C'est la difficulté à bien se défendre, à être un peu plus scientifique dans l'arène. On sentait que Butler, c'est souvent... appuyé sur sa force de frappe. Les adversaires tombaient toujours devant lui. Si on peut dresser des parallèles un peu avec David Lemieux, ce qu'on a vu, quoique Lemieux a montré aussi une certaine évolution, un certain cheminement dans sa boxe au fil de sa carrière. Est-ce que tu crois fermement que Steven Butler, il y a une marge de manœuvre pour, disons, le diriger vers de la boxe un peu plus scientifique, ou c'est un travail de dur labeur? Ça va pas être facile, mais je pense que c'est possible. Parce qu'il est encore jeune, c'est pas un boxeur 24 ans seulement, il ne faut pas l'oublier. Donc il est encore malléable, on va dire. Mais c'est vrai que c'est des points, les points qu'on lui reproche aujourd'hui, c'était déjà ce qu'on lui reprochait dans le passé, et ça n'a pas été forcément corrigé ou pas complètement. Et les points qu'on veut voir, tu as parlé de son jab aussi, il avait un net avantage de portée face à Murata, et il l'a très peu utilisé parce qu'il utilise son jab pas comme un coup pour stopper l'adversaire, mais comme une mesure. Un étalon pour mesurer la distance. Une mesure, et aussi, par exemple, ce que fait un petit peu Deontay Wilder, c'est-à-dire de cacher la vision. Tu mets ta main en avant des yeux de l'adversaire pour qu'il ne voit pas la droite arriver. Sauf que cette droite-là, elle n'est pas arrivée souvent et elle n'a pas réussi à faire mal à Murata. Mais j'aimerais voir Butler utiliser un peu plus son jab pour garder l'adversaire à distance, pas juste pour mesurer, mais pour vraiment, parce que c'est pas un jab qui est là pour te frapper, c'est un jab qui est là plus pour te déranger. Et il faut mélanger les deux. Il faut qu'il garde cette manière de mesurer et de bloquer la vision de l'adversaire, mais il faut aussi qu'il utilise son jab d'une autre manière, c'est-à-dire pour frapper l'adversaire, pour lui, pas forcément lui faire mal, mais pour le stopper dans son avancée et le faire réfléchir. Ça, il le fait un petit peu moins et c'est dommage parce que c'est exactement ce qu'il faut faire contre un boxeur de pression comme Murata. Mais le gros défaut, c'est au niveau de la défense. Mais ça s'apprend et c'est souvent ce qu'on voit chez les jeunes boxeurs. On voit des habiletés offensives qui sont très développées, mais les habiletés défensives ne le sont pas tout le temps parce qu'ils n'ont pas eu... les boxeurs qui ont eu une progression comme ça où ils mettaient les adversaires KO assez rapidement dans les combats, ils n'ont jamais eu à utiliser vraiment leur défense ou à l'utiliser de manière principale. Que ça soit l'objectif numéro 1 du combat, ça soit de ne pas encaisser les coups de puissance de l'adversaire.
comme ça aurait dû être le cas pour. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu mentionnes parce que j'ai eu une conversation avec un intervenant du monde de la boxe au cours des dernières semaines et on a jasé comme ça à bâton rompu sur ce combat-là qui approchait entre Butler et Murata. Ce qu'on me disait, on s'inquiète un peu des fois des boxeurs qui passent très très jeunes dans les rangs professionnels. On le voit notamment au Mexique, là, les carrières, c'est quoi, Canelo, 15 ans, d'autres à 16 ans. Bon, ben, ça fait partie de la culture là-bas, mais ici, on reproche peut-être certains boxeurs qui n'ont pas l'occasion de travailler sur ces fondamentaux-là en boxe amateur. Il y a, entre guillemets, l'appât du gain là, de passer chez les professionnels. Butler a quand même beaucoup d'expérience, beaucoup de combats qui ont été réalisés au fil des années. Mais reste que des fois, c'est ce qui peut faire la différence entre Murata, qui est médaillé d'or olympique, c'est pas rendu au sommet simplement à cause de la corruption ou n'importe quoi. Là. Il y a quand même un petit quelque chose. On le voit avec un boxeur comme Jean Pascal aussi, qui a gravi les échelons en boxe amateur et qui, dans le fond, en voyageant, se rendant un peu partout, a fait face à n'importe quelle situation qui peuvent survenir. Il y a des questions à se poser, mais c'est peut-être pas non plus nécessairement toute la vérité par rapport à ça, mais ça amène, je trouve, une piste de réflexion intéressante. Oui, et ça dépend. Ce qui est très intéressant dans une carrière amateur, c'est que comme c'est des combats assez courts et qu'il y en a beaucoup, tu vois beaucoup de styles et tu engranges beaucoup d'expérience parce que tu as vu tout ce que tu peux voir dans un ring de boxe. Tu vois des boxeurs de pression, tu vois des boxeurs qui se déplacent beaucoup, tu vois des gauchers, tu vois des droitiers, tu vois des cogneurs, tu vois des gars très défensifs. Tu vois vraiment tous les styles que tu peux voir dans un ring et c'est pour ça qu'après, tu as déjà, quand tu affrontes un adversaire chez les professionnels, tu as déjà vu ce genre d'adversaire. Ça, c'est le gros côté positif d'une carrière amateur et tu as le temps de travailler, comme tu l'as dit, sur tes fondamentaux qui ensuite vont être les bases de ta boxe professionnelle. Mais c'est possible quand même de commencer une carrière professionnelle plus jeune, sans expérience amateur et d'avoir du succès quand même. Ça prend beaucoup de combats en début de carrière qui ne sont pas des combats très compétitifs, où tu vas vraiment apprendre ton métier, mais ça prend quand tu veux te rendre, à un moment donné, il faut que la courbe de difficulté augmente et qu'elle augmente progressivement. Parce que je pense que là, dans le cas de Butler, on est passé, on a sauté 2-3 marches d'un coup pour aller jusqu'à Murata et on a vu le résultat. Ça ne veut pas dire que Butler sera jamais capable de battre un gars comme Murata. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas les habiletés pour le battre, mais ça veut dire qu'il n'était pas encore prêt. Et je vais faire une comparaison un petit peu boiteuse avec les jeux vidéo. C'est comme d'arriver dans un combat comme ça de championnat. Si tu as monté les marches une par une, c'est mettons tu achètes un jeu vidéo et tu vas jouer en mode de difficulté normale. Tu vas terminer ton jeu, tu vas avoir des petits problèmes en cours de route parce qu'il y a un boss que tu vas avoir du mal à battre. Il faut une technique particulière pour le battre. Il faut, je sais pas, que tu fasses tomber un rocher sur sa tête pour l'affaiblir et après tu vas le taper. Donc si tu fais ça en normal, tu vas avoir un petit peu de mal, mais tu vas trouver le moyen. Et ensuite tu termines le jeu et tu le recommences en mode difficile. Là, ça va être beaucoup plus dur, mais ce boss-là, quand tu vas l'affronter, tu vas pas chercher pendant 10 minutes comment le battre, tu vas tout de suite aller envoyer le rocher sur sa tête parce que tu es déjà passé par là, tu sais ce qu'il faut faire, tu sais comment le faire, c'est juste que c'est plus dur de le faire parce qu'en face, l'adversaire est plus fort. C'est pareil dans un combat de boxe. Là, ce que Steven Butler a fait en se rendant directement au championnat du monde sans passer par les étapes intermédiaires, c'est qu'il a acheté son jeu de vidéo et il l'a commencé en mode difficile et il est arrivé contre le boss et il savait pas qu'il fallait envoyer le rocher sur sa tête et il a couru pendant 10 minutes partout dans l'aréna et il n'arrivait pas à battre le boss parce qu'il savait pas comment faire parce qu'il n'était pas déjà passé par là à un niveau un peu plus faible. Et c'est pour ça que j'aime pas quand on essaye de faire augmenter trop vite un boxeur, ce qu'on essaye de faire en ce moment avec les boxeurs d'Europe de l'Est, d'arriver en combat de championnat du monde avant son 10e combat ou autour de son 10e combat. Je trouve que c'est très très rapide et c'est très dangereux parce que tu n'as pas cette expérience d'avoir déjà fait tout ça à un niveau inférieur. Adrien, on commence l'année en force avec 3 programmes dignes d'intérêt cette fin de semaine. À commencer par Claressa Shields qui affronte Ivana Abazin. C'est compté de vendredi 21h sur tsn.ca. On va joindre un peu plus tard à TSN 4. Shields, on rappelle, championne unifiée chez les super moyennes et les moyennes. Là, elle tente de le devenir chez les super mi-moyennes.
Elle se bat pour les ceintures du WBC et de la WBO. C'est quand même un exploit digne de mention. D'habitude, on va dans l'autre sens. On part des petites catégories, on monte. Dans son cas, on descend de fois en fois. Là, c'est limite de 154 livres. Oui, et c'est un combat qui va être intéressant, mais Abazin, elle est expérimentée, mais ses combats contre des noms reconnus, elle les a perdus. Bon, Cecilia Brækhus, c'est pas une honte de perdre contre elle, elle bat tout le monde. L'autre, c'était Michaela Loren. Qu'on a vu au Québec. Oui, exactement, contre Marie-Ève Dicker. Donc, Abazin, c'est une boxeuse qui a de l'expérience, mais qui n'a pas les qualités, qui n'a pas le talent qu'a Claressa Shields. Ça fait pas longtemps qu'elle est passée chez les pros Shields, mais je trouve que dernièrement, elle a fait beaucoup de progrès, notamment depuis qu'elle est passée avec John David Jackson comme entraîneur. Elle lance des coups beaucoup moins larges. Elle a vraiment amélioré la mécanique de ses coups. Ses coups sont plus compacts, sont plus directs et sont bien évidemment plus efficaces grâce à cette meilleure technique. Donc, c'est une médaillée d'or olympique qui progresse très rapidement chez les pros. Je m'attends à une autre victoire de sa part, à une nouvelle ceinture pour elle, une troisième, dans une troisième catégorie de poids. Mais il faut faire attention parce qu'il va y avoir beaucoup d'émotions en jeu dans ce combat. On se rappelle ce qui s'était passé. C'était un combat qui devait avoir lieu il y a quelques mois déjà. Oui, c'est ça. J'espère qu'on va se tenir tranquille à la pesée. Qu'il va y avoir de la sécurité aussi présente et qu'il n'y aura pas d'incidents, d'agressions comme ça a été le cas sur l'entraîneur d'Abazin pour la première fois que ça avait été prévu. Donc on croise les doigts pour que ça se passe bien jusqu'au combat, mais il va y avoir quand même dans le ring beaucoup d'émotions en jeu et ça, il faut savoir les contrôler. Samedi 19h sur DAZN, Jamie Munguia qui affronte Gary Spike O'Sullivan. C'est des débuts attendus pour Munguia chez les poids moyens. Lui qui a été champion chez les super mi-moyens de la WBO. Il affronte un boxeur qu'on connaît bien. S'était fait battre assez solidement par David Lemieux, un knock-out. Munguia, finalement, ça aurait été 5 défenses de titre. Avait un peu surpris tout le monde. Elle avait battu Sadam Ali, qui est peut-être davantage un mi-moyen, mais reste que Munguia s'est ramassé avec une ceinture mondiale assez jeune. On se souvient, il a affronté Brendan Cook, l'Ontarien qui avait battu Steven Butler. Son dernier combat, c'est contre Patrick Aloté en septembre. Dans le cas d'O'Sullivan, les choses semblent se replacer. 2 victoires depuis sa défaite contre le mieux, mais c'est en rien des adversaires qui sont comparables en termes d'expérience et de notoriété. Dans le cas de Munguia, je me souviens, c'était contre Dennis Hogan. Tu avais émis de sévères réserves sur sa victoire, même que je pense que tu avais Hogan gagnant. Dans le fond, on tâte un peu les os chez les poids moyens parce qu'on n'est plus en mesure de respecter la limite de 154 livres. Donc, reste à voir. Là, en principe, il ne devrait pas avoir grand danger là, pour Munguia. Oui, et s'il n'y a pas grand danger, c'est parce que O'Sullivan est un adversaire qui est taillé sur mesure pour Munguia, comme il l'était pour le mieux. C'est un gars qui va rester en face de toi, qui va chercher la bagarre. C'est exactement ce que veut Munguia. Donc, je ne vois pas comment O'Sullivan va résister à la force physique, à la force de frappe de Munguia. Ce qui peut déranger le Mexicain, c'est un boxeur qui a une bonne défense, qui se déplace bien, qui a des bonnes esquives. Parce que Munguia, c'est intéressant de suivre sa progression. C'est un boxeur qui a des qualités évidentes. Sa force de frappe, le volume de coups, il lance énormément de coups. Mais il a aussi des défauts qui sont assez criants. Des coups qui sont très très larges, faciles à voir venir pour un boxeur qui a une bonne défense, comme c'était le cas pour Denis Hogan. Et il peut être contré relativement facilement. Il utilise très peu son jab pour réduire la distance. C'est vraiment uniquement des coups de puissance, des larges crochets. Donc, je m'attends, j'espère en tout cas, voir des améliorations dans sa boxe, notamment dans sa manière de réduire la distance et dans le fait de lancer des coups plus compacts. Exactement ce qu'on disait avec Claressa Shields juste avant, qui avant lançait des coups comme ça très larges et qui maintenant est beaucoup plus, lance des coups beaucoup plus courts et beaucoup plus compacts. Donc j'espère voir la même chose chez Munguia, mais je ne pense pas que O'Sullivan va lui poser de problème parce qu'il a un style qui est parfaitement adapté à celui de Munguia.
Et ça se poursuit samedi soir 22h sur les ondes de TSN 4 et RDS 2. Jesse Hart qui affronte Joe Smith fils. Hart, on sait, a longtemps été aspirant mondial chez les super moyens. Là, il est passé chez les Milos. Ça va être un deuxième combat pour lui. Son nom a longtemps été associé à celui de Raider Alvarez, mais finalement, le combat ne s'est jamais concrétisé. Il a battu Sullivan Barrera par décision unanime en juin. Et là, il retrouve un boxeur qui, lui, une défaite assez claire contre Dimitri Bivol. Smith, lui, a déjà perdu par décision unanime contre Barrera. C'était en juillet 2017. Et c'est un combat important pour Jesse Hart parce qu'il est présentement classé 3e aspirant au titre des mi-lourds de la WBO. Le titre est devenu vacant depuis que Canelo Alvarez y a renoncé. On sait, la WBO ne souhaite pas qu'on soit champion dans plus d'une division dans diverses associations. Bref, en cas de victoire, il y a fort à parier que son prochain combat en serait un de championnat du monde. On dit que ça pourrait être la même chose pour Eleider Alvarez. On va avoir l'occasion d'en parler la semaine prochaine, mais ces deux boxeurs-là pourraient finalement se retrouver pour un combat de championnat. Hart, c'est entre ses mains, finalement. C'est aussi simple que ça. Et c'est un boxeur qui avait très bien fait à 168 chez les super moyens. 2 défaites extrêmement serrées en combat de championnat contre Gilberto Ramirez, qui est lui aussi monté dans la catégorie supérieure. Et pour son premier combat, il avait très bien fait contre Sullivan Barrera. Par contre, j'ai une petite réserve sur Barrera, c'est que Barrera a pris un coup de vieux incroyable dans la dernière ou les 2 dernières années, et c'était pas le même Barrera que celui qui a battu Joe Smith. Quand vous regardez les 2 vidéos, on dirait pas que c'est le même boxeur sur le ring. Donc des petites réserves là-dessus, c'est leur adversaire en commun, mais c'est pas un très bon outil de mesure. Joe Smith, on sait ce qu'il va apporter dans le ring, c'est un col bleu au sens propre du terme. Et il va arriver pour travailler, bonne force de frappe, un gars qui est encore dans la force de l'âge à 30 ans. C'est généralement un gars qui offre des bons combats, des combats assez spectaculaires. Par contre, il est très peu actif. Dans les 5 derniers, ça va être son 5e combat en 5 ans. Il fait un combat par année, 2016, 2017, 2018. Chaque année, un seul combat, c'est très peu. Surtout à son âge, quand on est encore c'était encore dans la vingtaine jusqu'à cette année. Donc ça me dérange un petit peu de voir un gars qui n'est pas aussi actif qu'il pourrait l'être, alors que de l'autre côté, Jesse Hart, pardon. Je le confonds avec Josh Hart, le joueur des Pelicans. Jesse Hart, lui, est beaucoup plus actif et prend des combats très difficiles contre des boxeurs de très haut niveau. Donc je m'attends à ce qu'il l'emporte parce qu'il est un peu plus frais. C'est un gars qui lance beaucoup de coups, qui est parfois un peu large, donc qui est ouvert à des contres, qui n'est pas invulnérable, mais qui travaille très très fort et qui a une bonne force de frappe, qui a des longs bras. Je m'attends à ce qu'il l'emporte contre Joe Smith. Et en terminant, vite, je veux signer, porter à votre attention, combat entre Steven Nelson qui affronte Sim Kilish. C'est un combat de 10 rounds chez les super moyens pour le titre vacant de la NABO. Ces deux boxeurs-là devaient s'affronter le 14 décembre en sous-carte de Terence Crawford, un combat complètement anonyme qui n'aurait pas été diffusé seulement sur ESPN+. Là, on avait besoin d'un combat d'une demi-finale de remplacement. Là, est-ce que c'est Rob Brent ou peu importe? Boxeur se blesse, combat annulé. On amène ces deux boxeurs-là à la télévision et ça va... Imagine une bonne performance pour le gagnant. Là, la carrière pourrait décoller parce qu'on sait, ESPN, on aime ça, mousser ce genre de belles histoires. Donc, c'est un enjeu qui est important. Et je vais surveiller ça avec attention simplement pour cette raison-là. Et ça vaut le coup de voir des combattants que tu verras peut-être jamais après, juste parce que c'est la chance de leur vie et que c'est très possible qu'un boxeur de bon niveau, quand tu lui offres une chance comme ça, il va la saisir. Que s'il n'était pas sous le feu des projecteurs, c'est parce qu'il n'a jamais eu ce genre d'opportunité. Donc ça va être intéressant à suivre. Je fais un dernier point avant qu'on termine pour parler de Julio César Chavez, fils. Prix citron des fêtes. Oh en même temps, on le savait, mais tu as toujours espoir, parce qu'on est des éternels optimistes. Tu te dis, il va pas le faire, il va pas faire ça, c'est sa dernière chance. Il peut pas faire toutes les niaiseries qu'il fait d'habitude. Eh ben si, il l'a fait. On parlait de sa difficulté à faire le poids, il a quasiment pas fait le poids de la catégorie supérieure. Il se bat contre un gars qui vient des moyens. Chez les super moyens, il a de la misère à faire la limite des mi-lourds. C'est... Quel manque de professionnalisme. Une véritable honte, Julio César Chavez Jr. Et en parlant de honte, est-ce que tu as vu le visage de son père au moment de l'arrêt, au moment où parce qu'il a abandonné dans son coin au 5e round avec une excuse bidon, parce qu'il voulait plus se battre, même s'il a été payé 3 millions de dollars pour ce combat-là. Combien de boxeurs dans le monde sont payés 3 millions de dollars pour un combat? On peut les compter sur les doigts d'une ou de deux mains.
il y en a très très peu. Lui, il n'a rien fait depuis son combat contre Martinez, l'Argentin, qui remonte déjà à quoi, 2013, 14. Ça fait des années qu'il est plus sur la map pour le César Chavez Jr. Il a un combat en finale contre un gars qui a affronté dans les dernières années Canelo, Golovkin, name it, n'importe quel, tous les meilleurs poids moyens au monde. Il est sous les spotlights, il n'est pas foutu de se comporter comme un professionnel. Il abandonne après 5 rounds, alors qu'il n'a même pas été envoyé au tapis, qu'il avait, je sais pas si tu as vu le visage de son père. La honte, il voulait être ailleurs. C'était même pas de la honte, du dégoût. Du dégoût. Il a fait... Allez voir la séquence sur YouTube, ça vaut le coup. Ça dure 2 secondes, mais tu lis clairement le sentiment dans son visage et dans sa gestuelle du dégoût. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti aussi en voyant cet abandon. J'espère qu'il n'y a aucun promoteur qui va rappeler Julio César, même si c'est un non-vendeur au Mexique, peu importe. Tu peux pas rappeler ce gars-là après tout ce qu'il a fait dans sa carrière, après tous les manquements, le manque de respect envers le promoteur, envers son adversaire, envers la boxe elle-même, envers les spectateurs qui ont payé pour voir ce combat-là dessus. Je veux plus revoir ce gars-là dans une finale, dans un combat d'envergure, plus jamais. Donc, c'est ce qui fait le tour complet de l'actualité pour cette semaine. Donc, au nom d'Adrien Meur et de l'autorité de la mise en onde de Guillaume Séguin, ici Francis Paquin, qui vous remercie d'avoir été des nôtres et qui vous souhaite bonne année et à la prochaine. Ciao!